Le monde des Fab Labs, une nouvelle façon de produire, de bricoler en commun. Yann a une formation d'ingénieur informatique. Il est membre de l'exécutif national du PCF. Il est chargé du dossier révolution numérique. Il y a aussi, il a été aussi pendant plusieurs années en charge du dossier élection. Yann habite le Long-Nil dans le 9-3, comme on dit à Paris. Commune qui souffre le Bourget et donc la fête de l'humanité. Il a été responsable du groupe de musique de Blanc-Nil jusqu'en 2014. Depuis maintenant 4 ans, il fait découvrir un nouveau monde au sein de Blanc-Nil, à la fête de l'humanité, avec notamment une imprimante 3D. Et organise durant tout le week-end de la fête de l'humain des débats plus intéressants les uns que les autres. J'y ai moi-même assisté la première année. Pour ceux qui ont la chance de monter à la fête de l'humain, je vous les conseille. Je tiens ici à faire un petit clin d'œil à nos amis de Catalogne du Sud, qui passent actuellement des moments difficiles. Ce sont eux, notamment à Barcelone, qui sont en pointe du développement des Fab Labs en Europe. Yann va organiser prochainement à Paris, dans les locaux du TN, parce que Colonne Fabien, les 9 et 10 mars prochains, les 3e états généraux de révolution numérique. Un petit clip de présentation dans le numéro 10 du congrès sur le site du PC66 à la page congrès. Peut-être va-t-il nous en toucher de mots. Les états généraux du progrès social viennent de se tenir. Peut-être que la question de notre façon de produire a été soulevée le matin dans les industries. Mais là, je commence à démonter mon rôle de présentateur et donc je te laisse la parole à toi, Yann. D'abord, je tiens à vous remercier c'est pas seulement toi qui me remercie ni vous, c'est moi aussi qui vous remercie de votre invitation et de me donner l'occasion de parler de cette question des Fab Labs, qui est une question intéressante et contradictoire. Il y a parfois tout un discours médiatique autour des Fab Labs qui explique que ça va tout résoudre. Ça ne va pas tout résoudre, mais c'est une expérience intéressante qui peut donner des idées sur ce que pourrait être une société avec d'autres rapports de production. Et c'est aussi une autre optique sur l'appropriation des moyens de production, qui n'est pas seulement l'appropriation en termes de propriété, mais aussi en termes de soulever le capot et de maîtrise de ces moyens de production. Alors là, le petit logo que vous voyez, c'est le logo qu'on retrouve dans tous les Fab Labs. Je vais venir à la question de savoir ce qu'est un Fab Lab. Alors là, vous avez quelques petites images de ce que peut produire différents Fab Labs. Alors, vous avez un Fab Lab, voilà, excusez-moi. Vous avez un Fab Lab, le petit quart, là où il y a écrit Fab Lab, c'est un Fab Lab itinérant aux États-Unis. Et une espèce de maison assez bizarre, c'est justement de vos amis de Barcelone qui l'ont construit. C'est une Fab Lab, un très grand Fab Lab à Barcelone, qui a construit ce type de maison solaire, mais une maison solaire qui est spécialement adaptée à l'ensoleillement de la région de Barcelone. C'est-à-dire que ce modèle-là en soi ne serait pas nécessairement efficace dans la région parisienne ou au Sahara ou je ne sais où. C'est vraiment conçu à partir des besoins locaux, sachant que Barcelone est une ville un peu en pointe là-dessus, y compris ils ont maintenant quasiment un Fab Lab par quartier. Donc j'en viens un peu à ce que c'est les Fab Labs.
Alors c'est venu des États-Unis, mais maintenant ça échappe de plus en plus à ce que sont les États-Unis. Fab Lab, c'est la contraction de deux mots, c'est-à-dire laboratoire de fabrication. Et une des choses importantes, et c'est là où ça rejoint un petit peu la question du numérique, c'est que ces lieux où on va fabriquer des choses, où on va échanger des savoir-faire, ils sont tous reliés en réseau par Internet. Ce qui permet que quand l'un est confronté à un problème, il peut échanger avec l'autre. Donc on a d'une certaine manière une mondialisation de l'innovation et de la conception, c'est-à-dire que là où on devait réfléchir parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de communication, où les moyens de communication étaient relativement lents, là où avant on réfléchissait on devait réfléchir parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de communication, où les moyens de communication étaient relativement lents. Là où avant on réfléchissait sur un problème à 10, à 15 ou à 100, là on peut réfléchir à plusieurs dizaines de milliers et récupérer le savoir-faire et les compétences de gens qui sont à l'autre bout de la planète. Alors, le principe d'un Fab Lab, c'est d'être un lieu où, par qui qu'on soit, un individu, une association, une entreprise, on va partager des savoirs et des savoir-faire dans l'idée d'expérimenter, d'apprendre et de fabriquer. Et on peut fabriquer alors tout type d'objets, de machines, ça va de la lampe de chevet aux robots sophistiqués. Alors, il faut savoir que sur les Fab Labs, ça peut être une petite boutique, enfin, comme lieu, ça peut être un lieu d'un tout petit lieu, comme il y a des Fab Labs assez géants. Moi, j'en connais un qui est plutôt un Fab Lab d'ingénieurs, où il y a des ingénieurs, comme ils s'emmerdent dans leur boulot, ils viennent travailler le soir pour eux et faire des choses qui les intéressent, par exemple à Nanterre, où là c'est un local qui est 6 fois ce local-là, avec des machines-outils industrielles, etc., et qu'ils ont récupéré avec des vieilles machines qui étaient déclassées, etc. Donc on a un peu, c'est très variable le type de choses qu'on peut retrouver dans un Fab Lab et le type de Fab Lab qu'il y a. Et pour vous donner un peu comment ça marche, je pense que cette infographie, elle est assez frappante. C'est-à-dire, l'idée, c'est de trouver un lieu où on puisse fabriquer ou réparer à peu près tout, en fonction des outils et des compétences que l'on met en commun dans ce lieu. Un lieu où on puisse échanger et concrétiser sur des projets. Donc, nécessairement, quand on va dans un Fab Lab, on y va avec un projet ou avec l'idée de s'intégrer à ce projet. Mais il y a une règle, c'est que le projet, il faut toujours le documenter, que cette documentation, elle soit accessible à tout le monde, pour justement pouvoir le partager l'expérience des autres. C'est un peu ce qu'on retrouve dans le monde scientifique, ce qu'on ne trouve pas dans le monde marchand, puisque le monde marchand va toujours avoir tendance à mettre des brevets, et qu'on découvre quelque chose pour le protéger, et pour se servir de cette propriété d'abord parce que souvent, pour arriver à ce procédé, on investit de l'argent, souvent d'ailleurs c'est de l'argent public, entre parenthèses, et on va essayer de le monnayer. Par exemple, je vous donne un petit exemple sur ce que représentent les brevets à l'heure actuelle. Quand Alcatel a eu des gros problèmes financiers avant de fusionner et de disparaître avec Nokia, ils n'avaient pas mis en gage leurs usines, ils n'avaient pas mis en gage leurs machines auprès des banques, ils avaient mis en gage leurs brevets. Parce que c'est ce qui valait plus cher dans Alcatel. Deuxième chose, c'est un lieu d'apprentissage et de formation, mais d'apprentissage par les pairs, c'est-à-dire qu'on apprend auprès des autres, et dans le cadre où on a le principe de ne pas sanctionner les erreurs. C'est-à-dire que si on se trompe, c'est bien parce qu'on peut apprendre de ses erreurs. Alors, ce qui choque un peu notre manière de voir, alors bien sûr l'éducation nationale a évolué depuis l'époque où j'étais sur les bancs de l'école, et c'est vrai qu'on a eu très longtemps une tradition française scolaire où il ne fallait pas faire d'erreurs, et quand on faisait des erreurs, on était sanctionné.
Là, on est plutôt dans l'apprentissage par l'erreur. C'est une autre conception des choses. Alors, ça a évolué, hein, d'après ce que j'ai compris. Ça fait longtemps que je n'ai pas été sur les bancs d'école, mais l'école, c'est plus tout à fait ça, donc il ne faut pas caricaturer non plus. Et c'est aussi une communauté de ressources, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont comme principe de mettre en commun leur savoir, mais aussi d'amener des ressources, un peu comme vous le faites du point de vue culinaire ici, pour la fin. Donc c'est un peu cette conception-là. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans un Fab Lab? On va trouver, donc, ce que je vous disais, du partage d'expérience, souvent du matériel électronique, du petit outillage, des machines-outils, mais des machines qui peuvent travailler le bois. Ce n'est pas nécessairement des machines nécessairement numériques. Vous pouvez trouver des machines à coudre dans un Fab Lab. C'est un objet, par exemple une roue dentée, avant de la produire, soit avec des moyens de production classiques, ou ce qu'on appelle aussi des imprimantes 3D. Alors, sur l'impression 3D, c'est souvent associé au Fab Lab. C'est un petit peu plus compliqué que ça dans la vraie vie. D'abord, je pense qu'il faut un peu démystifier ce qu'est une imprimante 3D. C'est un procédé quand même qui existe depuis assez longtemps, je crois à peu près une trentaine d'années, le premier brevet. Ça a été découvert, je crois d'ailleurs, dans une entreprise française, il me semble que c'était Thomson, enfin à l'époque c'était Thomson CSF, qui avait découvert ça, et c'est ce qu'on appelle un procédé de fabrication par adduction de matière. C'est-à-dire que jusque-là, on a plutôt tendance, soit pour produire un objet industriel, on va avoir un moule et on va couler de la matière dans le moule. Donc ça va nous faire, je ne sais pas, un tuyau, une pièce quelconque. Ou alors, on va découper dans la matière pour fabriquer une pièce, un objet, etc. Le principe du moule, et on va couler de la matière dans le moule. Donc ça va nous faire, je ne sais pas, un tuyau, une pièce quelconque. Ou alors, on va découper dans la matière pour fabriquer une pièce, un objet, etc. Le principe de l'imprimante 3D, c'est qu'on va ajouter de la matière pour faire la pièce selon un logiciel qui est sur l'ordinateur et qui est branché à la machine. Donc la machine, elle va, c'est souvent, par exemple, beaucoup dans les Fab Labs, c'est de la poudre de plastique, donc ça fait une pièce en plastique, hein, parfois d'ailleurs avec du plastique biodégradable, style, qui ne soit pas du plastique d'origine pétrolière, mais ça peut être aussi des objets en métal, hein, parce que là c'est de la poudre de métal. Ça peut être autre chose, même des objets organiques, hein. Il y a des projets d'imprimantes 3D pour fabriquer des organes biologiques, hein, y compris il y a des projets autour de fabriquer des reins, etc. L'idée, c'est qu'on additionne de la matière. Donc l'avantage de l'impression 3D, c'est d'abord qu'il n'y a pas de déchets, peu de pertes, mais dans ce qu'on appelle une imprimante 3D, vous avez des petites imprimantes 3D comme ça qui fabriquent des petits objets, qui mettent un certain temps et souvent des objets en plastique. Et puis maintenant, vous avez dans la grosse industrie, par exemple, nous sommes ce pays qui fabriquons le plus de moteurs d'avion avec les États-Unis, avec l'entreprise maintenant qui est devenue Safran, qui s'appelait avant la SNECMA. Et ben, les aubes des réacteurs des moteurs de la SNECMA sont fabriqués maintenant avec des imprimantes 3D, qui résistent donc aux températures qu'il peut y avoir dans un réacteur d'avion. Mais bien sûr, ce n'est pas les imprimantes 3D que vous rencontrerez dans un Fab Lab, parce que l'imprimante 3D dans un Fab Lab, vous pouvez vous la fabriquer vous-même d'abord, c'est ça qui est le plus intéressant, et même si vous l'achetez, ça vous coûtera autour de 700 €. Les imprimantes qu'on retrouve à la SNECMA, qui sont un peu des monstres, là c'est plutôt des imprimantes de l'ordre de 400 000, 1 million d'euros, voire parfois plus, parce que là on est dans la très grosse industrie. Donc je pense qu'il faut dire l'imprimante 3D, les Fab Labs ont médiatisé le phénomène des imprimantes 3D, mais Fab Lab égale pas imprimante 3D. Vous avez des Fab Labs où il n'y a pas d'imprimante 3D, et puis il y a des tas d'endroits dans l'industrie où on utilise des imprimantes 3D et ça n'a absolument aucun rapport avec des Fab Labs. Donc, parce que c'est souvent confondu dans les médias, donc je tiens à le dire.
Et donc tout ça se retrouve dans un lieu. Alors, les Fab Labs, ça fait partie de ce qu'on appelle des tiers-lieux. C'est-à-dire des tiers-lieux, c'est des espaces qui sont ni des espaces privés, l'espace privé c'est quand vous êtes chez vous, ni des entreprises, c'est là où vous allez travailler normalement, hein. C'est un espace un peu au milieu, et dans les tiers-lieux, on aurait pu mettre ce qu'on a appelé avant les maisons de la culture par exemple, ou les maisons pour tous, mais on peut aussi mettre ce qu'on appelle maintenant les espaces de coworking, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a des gens qui travaillent, qui refusent de travailler en télétravail chez eux parce qu'ils ne veulent pas être isolés, qui n'ont pas envie de se payer des heures et des heures de travail pour aller sur les lieux de leur entreprise, mais en même temps, ils veulent pouvoir échanger dans un lieu où ils ne soient pas tout seuls. Et donc ces espaces de coworking sont aussi des tiers-lieux. Il y a ce qu'on appelle en termes de tiers-lieux, il y a les jardins partagés, il y a tout ce qui est le système des AMAP, c'est tous les endroits qui sont ni un lieu privé, ni un lieu lié au marché et à l'entreprise, où il se passe des choses, les gens se rencontrent et font des choses, et les Fab Labs en font partie. Alors, les Fab Labs, il y a un peu des mots différents, parce que ça recoupe des réalités relativement différentes, parce qu'on peut vous parler aussi de hackerspace. Alors ça vient des États-Unis, ce mot-là, et c'était même avant que soient créés les premiers Fab Labs. C'est venu du nom de hacker. Alors il faut raconter l'étymologie du mot hacker, parce que souvent là aussi elle est déformée dans les grands médias. Ça vient du français hacker. Ça peut paraître bizarre, ça vient du verbe français hacher, découper en petits morceaux. Et comment est venue cette histoire de hacker? C'est qu'en fait, le premier club de hackers, c'était un club de gens qui, dans l'université américaine du MIT, s'occupaient d'un réseau d'utiliser des vieilles pièces d'ordinateur pour faire un réseau d'aiguillage pour des trains miniatures. Et eux, ça les intéressait de savoir comment ça marchait. Donc de démonter et de comprendre ces pièces, ces relais, ces cerveaux, etc. Donc on retrouve l'idée de hacher. Un hacker, c'est celui qui soulève le capot et qui veut savoir comment ça marche. Qui ne veut pas prendre un objet technique, que ce soit un programme informatique, une voiture, un moteur, etc. Il ne peut pas s'en servir sans savoir comment ça marche. Donc il veut pouvoir soulever le capot, et ça va être son exigence. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit hacker. Et alors, ce qui est différent, parce que dans le sens commun, on vous dit toujours les méchants hackers qui volent des banques, etc. Enfin, je dis voler les banques, c'est pas si mal que ça dans les temps qui courent. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait des crackers, c'est-à-dire des gens qui se servent de leurs compétences pour détourner du code informatique. Le hacker, lui, il va vouloir comprendre le code informatique, voire dénoncer s'il y a ce qu'on appelle par exemple des traps. Des traps, c'est ce qu'a fait Snowden. Snowden, qui était un informaticien, il a vu qu'il y avait des logiciels dont on se servait, dont Google, etc. Et il y avait des choses qui remontaient des informations, où on donnait nos traces numériques sans le savoir, et ça remontait à la NSA ou à d'autres organismes de sécurité américains, et lui, il a voulu dénoncer ça. Donc l'idée d'hackerspace, c'est que ça ne s'applique pas qu'à l'informatique, ça s'applique aussi au monde matériel, c'est-à-dire que ce sont des gens, quand ils ont un outil, une voiture, une machine quelconque, ils veulent savoir comment ça marche, et ils veulent pouvoir en détourner éventuellement le fonctionnement, c'est-à-dire que si on leur donne, pouvoir le transformer, c'est-à-dire de ne pas acheter, souvent quand vous achetez un matériel, maintenant vous avez des petits rubans rouges, et puis si vous les enlevez, on vous dit, il n'y a plus de garantie, ou c'est à vos risques et périls, voire même vous violez la propriété de telle ou telle boîte. Le hacker, il va enlever le petit papier, et lui, il va dire, ça marche comme ça, mais moi je voudrais le faire marcher comme ça, parce que c'est plus adapté à mes besoins. Donc c'est même une démarche même plus citoyenne que les Fab Labs, qui sont une démarche plus institutionnelle. Les makerspace, alors là aussi, ce sont les faiseurs, ça vient du mot anglais faiseur, et c'est des gens qui sont, alors ça se confond un peu, qui se rendent compte, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des makers
des maker-faites aux États-Unis, mais maintenant il y en a beaucoup en Europe. C'est-à-dire des gens qui ont envie de fabriquer, de faire des choses, de construire des objets pour eux, d'échanger, et ils se retrouvent dans ces espaces-là. Alors après, il y a les faux Fab Labs, les faux maker space ou les faux hacker space. C'est-à-dire, par exemple, pour vous donner un exemple, le roi Merlin, qui a compris que ce qui se passait autour des Fab Labs, ça se développait, ben maintenant, le roi Merlin, il donne un espace pour les gens qui achètent des planches, des machins, le roi Merlin, où ils peuvent fabriquer leur objet sur place et ils ont des machines à disposition. L'intérêt pour le roi Merlin, c'est que, bien sûr, ça fait venir des gens pour acheter leurs planches, leurs écrous, etc. Mais c'est pas, ils appellent ça un Fab Lab, mais ce n'est pas un Fab Lab. Le Fab Lab, c'est un lieu où on échange, où on y va, c'est pas un lieu marchand. On peut avoir des activités marchandes autour du Fab Lab, mais à l'intérieur, on est dans un cadre qui n'est pas un cadre marchand, et on est un cadre où quand on a un projet, les autres peuvent pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est un détournement de la chose. Et puis, il y a aussi des entreprises qui ont été très intéressées par la démarche des Fab Labs ou du Hackerspace, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens étaient beaucoup plus créatifs quand ils étaient dans ces lieux-là que quand ils étaient dans l'entreprise. Donc, ils se sont dit, ça nous intéresse. Et il y a des gens, par exemple, Google, ils laissent 20% de à leurs techniciens, à leurs ingénieurs, ils leur laissent 20% de leur temps de travail à faire un projet qui est personnel, où ils font ce qu'ils veulent, du moment que ce n'est pas un projet de l'entreprise. Il y a un petit bémol à ça, c'est que l'entreprise est propriétaire récupère la propriété de l'objet. Mais ça s'est démultiplié. Bon, maintenant, Dassault, par exemple, a son entre guillemets Fab Lab. Beaucoup d'entreprises technologiques ou industrielles, Airbus a eu la même démarche à ça, parce qu'ils se rendent compte que finalement, les gens, dans le cadre actuel de l'entreprise, surtout avec le Wall Street Management, etc., où souvent des ingénieurs passent plus de temps à justifier de leur boulot qu'à faire leur boulot, où souvent on ne demande pas aux techniciens, ils n'ont pas on leur demande de faire des choses, on ne leur demande jamais de prendre des initiatives, etc. Ils se sont rendus compte que ça avait des côtés contre-productifs, donc ils essayent de rattraper ça. C'est pas si nouveau que ça d'ailleurs, entre parenthèses, parce que je faisais une conférence comme ça à Montreuil, et il y a une camarade qui lève la main et qui me dit, écoute Yann, ce que tu me racontes, je l'ai déjà vécu, parce que je bossais à l'ONERA. L'ONERA, c'est l'Office national de la recherche aéronautique, ça avait été fondé à la Libération par Charles Tillon, le ministre communiste de l'air. Ça existe toujours, l'ONERA. Et elle, quand elle avait été à l'ONERA, il y avait un peu un système comme ça, où ils avaient un petit peu de temps libre, et un atelier où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et elle dit, c'est comme ça qu'on a découvert le téflon et la poêle Tefal. Et c'est dans ce cadre-là. Donc, il y a des choses qui sont, bon, on les dit nouvelles, mais on retrouve un peu dans la culture d'êtres humains qui se mettent ensemble pour réaliser quelque chose. Et autour de ça, on retrouve aussi l'idée de commun, c'est que parce qu'en fait, il y a la notion de commun dans le Fab Lab, c'est-à-dire qu'on va créer des biens communs où on va transformer la connaissance en un bien commun. On n'est pas un brevet, on n'est pas une propriété. Par contre, dans le principe du commun, c'est que les gens qui créent le commun, c'est eux qui l'administrent. On ne peut pas dire nécessairement que c'est pour tout le monde. C'est différent des biens communs naturels, l'eau, j'allais dire le gaz, non, le gaz c'est pas un bien, ou l'air, enfin l'air au sens de gaz, bon. Mais c'est cette notion-là, et c'est pourquoi c'est important cette notion de commun, c'est parce que immédiatement, ça a eu un caractère mondial. Je vais vous donner un exemple d'un commun mondial, alors, qui n'est pas nécessairement totalement lié au Fab Lab, mais qui en est assez proche, parce que c'est à peu près les mêmes gens qu'on retrouve là-dedans, c'est Wikipédia, l'encyclopédie collaborative. Bon. Cette encyclopédie, c'est un commun mondial. Et pourquoi ça a marché? C'est justement parce que ce n'est pas international, c'est parce que c'est directement mondial. Et tout le monde peut y participer à égalité de droit, mais par contre, les gens qui gèrent ce commun mettent en place des règles qui sont extrêmement strictes, voire il
une certaine forme d'oligarchie qui s'est constituée autour de ça, enfin d'oligarchie technique. Mais le fait est, quand vous mettez un article sur Wikipédia, que vous soyez professeur d'université ou jardinier, vous êtes à égalité parce que vous êtes sous un pseudo. Et on jugera selon les normes de Wikipédia et selon les principes, on jugera de la qualité de ce que vous faites, hein, c'est pas open bar non plus. On jugera de la qualité par rapport à ça et pas par rapport à d'où vous parlez. Ce qui est intéressant parce que ça met une forme d'égalité. Donc c'est quelque chose qui se transforme, le principe du commun, c'est que c'est entre le marché et l'État. Et c'est intéressant parce que ça échappe, c'est pas étatisé, c'est la communauté qui crée le commun, qui la gère, et en même temps le principe du commun c'est qu'on ne fait pas de profit autour du commun. Alors bon, hackerspace, ça je vous en ai parlé. Alors oui, il y a une règle, ce type de lieu, le principe, parce qu'à un moment donné, quand les gens se réunissent pour faire quelque chose quelque part, il faut se donner des règles. C'est pas l'autogestion la plus totale, et même l'autogestion, il y a des règles. Donc la règle souvent qu'on retrouve dans ces lieux, c'est ce qu'on appelle la duocratie. Alors excusez-moi, je prends encore un acronyme anglais, du verbe to do, faire. Et la duocratie, c'est celui qui fait, qui a son mot à dire. Et c'est le principe d'administration, c'est-à-dire que les gens se regroupent librement autour d'un projet, et celui qui fait, il a plus de pouvoir que celui qui ne fait pas. Et plus on fait, et plus on a de pouvoir. C'est une manière d'organiser le pouvoir, parce qu'il y a bien sûr, ces lieux-là ne sont pas exempts de relations de pouvoir. Il y a un Fab Lab très connu aux États-Unis où il y a un professeur français du CNAM qui a été en immersion pendant 1 an là-dedans. Il y a des problèmes de rapport de pouvoir, il y a du conflit, il y a des oppositions, il y a des gens qui disent qu'un projet, il n'a pas sa place dans le Fab Lab, il y en a d'autres qui disent non, il a sa place. Par exemple, il y avait quelqu'un dans ce Fab Lab à San Francisco qui dit, mais moi je veux faire un Fab Lab, des activités autour de la cuisine, et d'une cuisine innovante, etc. Et il dit, non, ça n'a aucun rapport, ça n'a pas de place dans un Fab Lab. Donc ils ont discuté entre eux, ils ont voté, il y a tout un tas de règles, mais ça ne veut pas dire, c'est pas le monde des bisounours, il y a des affrontements, il y a des hiérarchies qui se recoupent, c'est pas un monde où les pouvoirs ont disparu. Et ce que je vous disais par rapport à ce type de lieu, c'est que le capitalisme, mais c'est comme pour les communs, le capitalisme est très ambivalent par rapport à ce type de lieu. C'est-à-dire qu'il a besoin de ce type de lieu, parce qu'il sent qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se créent, etc. Et en même temps, il veut les récupérer, puis il ne veut pas que ça se développe quand même de trop. C'est un peu la même chose que l'histoire des logiciels libres. Les logiciels libres, c'est un peu le même principe que les Fab Labs, sauf que c'est au logiciel, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder au code du logiciel libre, tout le monde peut le modifier, et tout le monde peut s'en servir. Simplement, la règle, c'est qu'on contribue, etc. Bon. Il y a des boîtes, IBM, par exemple, produit beaucoup de logiciels libres. Mais parce qu'elle, ça l'intéresse, parce que ça lui permet de vendre du matériel dessus. C'est-à-dire qu'en fait, se disent, je ne vais pas faire mon argent sur le logiciel, ça va être la cerise sur le gâteau, et puis plutôt qu'avoir que mes ingénieurs qui travaillent sur mon communauté mondiale qui travaille, ce sera plus efficace que mes seuls ingénieurs dans un cadre salarié. Donc je vais faire travailler plein de gens sur ce projet-là, je vais récupérer, et comme ce logiciel-là sera implanté sur mon matériel, ça va donner de la plus-value à mon matériel que je vais vendre. Donc vous voyez, il y a toujours des contradictions. Ce n'est pas le communisme établi. Mais en même temps, ça pousse à des contradictions, c'est qu'en même temps, ça va contre le concept de propriété privée. Donc ça ne leur plaît pas non plus totalement. Donc il y a une tension en permanence. Alors, dans l'éthique hacker, on retrouve beaucoup l'idée, dans la travers du travail, de la passion, du développement personnel, et ça va vraiment à l'encontre des valeurs du capitalisme anglo-saxon, qui sont beaucoup sur le moral et l'intérêt financier. Et ça rejoint plus une culture, parce que si vous interrogez les Américains
sur leur rapport à leur travail, ils vous répondent, nous, ce qui nous intéresse, c'est de gagner du pognon. Le français, bon, bien sûr, il dit aussi, gagner de l'argent, hein, ça c'est normal, mais il dit, ce qui est important, c'est mes rapports avec mes collègues aussi, c'est comment les gens voient mon travail, c'est l'intérêt que je retrouve à mon travail. Et il le met souvent d'une manière plus en avant que le fait de gagner de l'argent. Alors pour un Américain, l'échelle du travail, un bon travail, un travail respectable, c'est un travail où on gagne plein d'argent. Un travail où vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, vous n'êtes pas du tout respectable. C'est un peu la mentalité de Macron avec les premiers de cordée, c'est-à-dire que vous, si vous ne gagnez pas d'argent, vous n'êtes rien, peu importe si vous êtes infirmière, etc. Par contre, si vous peu importe si vous êtes infirmière, etc. Par contre, si vous êtes trader, vous faites un boulot qui ne sert à rien ni à personne, mais vous gagnez plein d'argent, là vous êtes quelqu'un de respectable. Alors, petite histoire des Fab Labs, alors juste je vous fais une petite histoire là-dessus, c'est que en fait le nom est né à l'intérieur du MIT où il y a un physicien qui s'appelait Niels Katterfeld qui a voulu créer un cours comment fabriquer presque tout pour ses étudiants, qui étaient des étudiants en physique. Et il pensait qu'il n'y aurait personne, et il y a eu 500 personnes qui ont déboulé. Et donc à partir de ça, ils ont créé un endroit pour fabriquer presque tout dans le MIT. Et puis c'est sorti des États-Unis, et ça s'est développé un petit peu partout. Ce type de lieu, ils ont fondé une charte des Fab Labs avec des principes. Sauf que ces principes, et ça c'est le côté bien français, c'est que nous on a commencé à faire des Fab Labs et à ne pas respecter les principes. Donc, ils voulaient contrôler tout ça, et en fait ils n'y arrivent pas nécessairement. Et maintenant on est dans une situation en France où il y a plus de 300 Fab Labs. On en a presque plus qu'aux États-Unis. Et on est le deuxième pays en termes de nombre de Fab Labs. Il y en a qui se créent tous les jours. Et le 14e congrès mondial des Fab Labs va avoir lieu à Toulouse et à Paris. Le dernier était à Shenzhen, c'est Fab 14, ça s'appelle parce que c'est le 14e. Hein. Le dernier était à Shenzhen en Chine. Et là, cette année, c'est en France. Et si vous regardez la carte des Fab Labs du point de vue mondial, hein, alors, ils ne sont pas tous recensés. Vous voyez qu'il y a un énorme point en Europe, il y en a plus de 600, alors qu'aux États-Unis, il y en a quand même nettement moins. Il commence à y en avoir beaucoup en Afrique, qui sont assez informels, parce que le Fab Lab, en Afrique, il y en a beaucoup plus que ceux qui sont déclarés là. C'est aussi un lieu où on peut réparer tout ce qu'on a acheté en Occident. Et ça, c'est très important. Et de plus en plus, cette idée de réparabilité aussi qui joue, et qu'on ne va pas jeter une machine à laver parce que le joint est mort et qu'on ne va plus retrouver le joint, ou parce que le petit clapet qui fermait la porte de la machine à laver est fermé, etc. C'est cette idée de pouvoir faire évoluer les objets et les réparer. Et on retrouve derrière ça l'idée aussi d'économie circulaire. Donc c'est un peu la situation en France, là où on est à près de 300 Fab Labs. Alors bien sûr, bon, il y a une petite hypertrophie de la région parisienne, mais ça c'est un peu un grand classique en France, hein, mais on voit qu'il y a quand même un développement assez important. Là c'était la carte il y a 1 an en France. Hein. Donc on a quand même plus de 300 Fab Labs, plus qu'il y a que le département, avec quand même des densités importantes. Par exemple, une ville comme Montreuil, maintenant ils sont à 6 Fab Labs, et c'est devenu ce qu'on appelle une Fab City comme Barcelone, quoi. Parce qu'il y a même une idée, une conception, parce que ça marche aussi avec de l'agriculture urbaine, avec des AMAP, avec des jardins partagés, avec des habitats partagés. Donc c'est un peu toute une conception un modèle de vie. Alors, dans le Fab Lab, il y a 4 mots-clés. C'est le mot faire, très important. Le mot de partager. Partager, dès qu'on fait quelque chose, on explique pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, on le documente. Apprendre et gratuité. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour faire de l'argent dans un Fab Lab. On peut développer quelque chose qui nous permettra après de faire fortune dans un Fab Lab, mais à l'intérieur du Fab Lab, on ne fait pas d'argent. Et il y a 2 pratiques, c'est faites-le vous-même, do it yourself. C'est-à-dire que plutôt que d'aller au supermarché ou chez Bricorama acheter un truc tout fait, on va essayer de se le fabriquer soi-même. Et le DIWO,
c'est-à-dire faites-le avec les autres. C'est-à-dire, à un moment donné, pour progresser, il faut partager. Et je vous donne un exemple très intéressant de ce point de vue-là. C'est ce qui s'est passé avec un jeune ouvrier à Rennes. Ce jeune ouvrier à Rennes, à l'âge de 21 ans, son bras avant, enfin jusqu'à l'avant-bras, il est broyé dans une machine de son entreprise, donc il est manchot, il n'a plus de bras. Donc comme on est quand même un pays bien développé et qu'on a la chance d'avoir la sécurité sociale, il s'achète une prothèse sécurité sociale. Mais la prothèse sécurité sociale, c'est un peu le capitaine Crochet. Il avait la chance, c'est dans le fait que son bras a été broyé, mais il a gardé les terminaisons nerveuses qui permettent à son cerveau éventuellement de commander quelque chose qui puisse être mécanique. Bon, un bras articulé. Donc lui, il va se renseigner pour savoir combien coûtait dans l'industrie pharmaceutique, enfin médicale plus exactement, un bras articulé. On lui dit que ça coûte 40 000 €. Donc bien sûr, pour un ouvrier qui est dans une situation de comment on appelle ça, c'est pas les mutilés du travail, mais c'est l'invalide. Vous voyez très bien ce que c'est qu'une pension d'invalidité, donc il est hors de question de trouver 40 000 € pour avoir un bras. Donc il rentre, le hasard fait qu'il rentre dans un Fab Lab à Rennes, et les gens voient son bras et disent « Ah, c'est super intéressant, mais on pourrait fabriquer un truc qui pourrait être complètement articulé, comme une vraie main, avec des petits moteurs qui feraient des vrais doigts, etc. » Et ils se mettent à créer un projet autour de ça. Et lui s'inclut dans ce projet-là. Il découvre ça, il n'avait jamais mis les pieds dans un Fab Lab. Il discute avec d'autres Fab Labs du monde entier. Donc ça lui permet de se fabriquer une main, enfin un avant-bras et une main, qui lui permet de retrouver la motricité, etc., pour là, 700 €, avec du fil à pêche, des petits moteurs électroniques, enfin bon, c'est un peu côté bricolage, hein, mais ça répond à la fonction. Et lui, il en a fait le projet de sa vie, et il dit, voilà, moi, bon, 700 € pour moi, dans un pays développé, etc., avoir un bras articulé à 700 €, c'est possible pour un individu. Par contre, dès que vous allez dans des pays du tiers-monde, 700 €, c'est parfois un an de revenus, voire beaucoup plus. Donc c'est impossible. Donc il s'est mis comme projet, et comme il y a beaucoup de gens qui sont mutilés à cause des mines antipersonnelles du fait de la guerre, etc., enfin des guerres, il s'est donné comme projet de faire de concevoir ce type de bras ou de prothèse à un prix allant jusqu'à 150 €, ce qui le rend alors pas accessible à tous. Et déjà, ça ouvre des potentialités. Alors après, bon, il y a bien sûr des limites. Donc, vous voyez, il y a des projets, et il a donné un caractère mondial à son projet. Et ça a changé sa conception de sa vie, parce que avant il était quand même, bon, il disait, j'ai plus de bras, je vais plus avoir de vie, quoi. Voilà. Et ça a redonné du sens à sa vie. Alors c'est un peu un conte de fées que je vous raconte, mais c'est aussi une réalité. On l'a fait venir à la fête de l'UMA, où il nous a parlé de ça. Et le paradoxe, c'est qu'il nous a dit des choses très communistes, mais en même temps, il nous a dit une chose, mais moi, vous savez, j'ai jamais voté. Et je vote pas parce que moi, ma façon de changer le monde, ça va être par cette question de bras, etc. Mais ça montre aussi le décalage qu'il y a entre la politique telle qu'elle est pratiquée, malheureusement, telle que nous, on voudrait qu'elle soit pratiquée, et telle que les gens vivent leur vie. Alors, qui sont les acteurs dans les Fab Labs? On retrouve des étudiants, des lycéens, des ingénieurs et des chercheurs, des artistes, des designers, parce qu'il y a beaucoup aussi une démarche art et métier, mais aussi des bricoleurs, des bidouilleurs, des gens à la retraite qui ont envie de bidouiller des choses, des passionnés de technologie. Il y a aussi des petites entreprises qui retrouvent, ça leur donne accès à des machines qui ne pourraient pas s'acheter en tant qu'entreprise. Donc à ce moment-là, ça permet, je veux dire, une mutualisation des moyens. Ça peut être monsieur et madame tout le monde. Ça peut être aussi une forme d'artisanat un peu post-industriel, parce que, en fait, avec ces petites machines-outils, ces imprimantes 3D, etc., on arrive à avoir de la production
relocalisée et de la production qui soit d'une certaine manière un petit peu concurrentielle des effets d'échelle, parce que la grande production industrielle, l'avantage c'est qu'on a un effet d'échelle, donc on arrive à des coûts de revient très bas. Là, pour certaines fabrications, ça permet de fabriquer, parce que la conception est mondiale, puisque tous les réseaux de Fab Labs, donc tout ce qui est recherche, conception, innovation, on est dans un cadre mondial, la fabrication elle est relocalisée. Donc, alors bien sûr, vous ne fabriquerez pas un Airbus dans un Fab Lab, hein, c'est pas la question, mais pour des petits objets, ça peut être effectivement une forme d'activité économique, de réindustrialisation. Et d'ailleurs, à Paris, il y a un de nos élus qui a travaillé là-dessus, Nicolas Bonnet, qui a fait un rapport fabriqué à Paris, parce que Paris n'a plus d'usine maintenant. On ne va pas remettre des usines à Paris, c'est pas envisageable. Par contre, qu'on ait des petites fabriques qui fassent des petites productions plus adaptées aux besoins des gens, plus personnalisées, y compris, je vais vous donner un petit exemple, dans les Fab Labs, une des pratiques habituelles des Fab Labs, c'est de fabriquer des objets pour les gauchers. Parce que la grande industrie, généralement, ne fabrique que des objets que pour les droitiers, qui sont majoritaires. Et moi, étant gaucher, je peux vous dire que parfois, on est très, très gêné. Alors, il y a d'autres gauchers, il y a des gens qui sourient dans la salle. Parfois, on est handicapé par le fait que tous les objets sont faits par les droitiers. Pour les droitiers, et souvent faits par les droitiers. Donc, il y a cette possibilité. Alors, il ne s'agit pas, attention, on ne va pas brusquement, toute la production industrielle de masse, etc., ne va pas être remplacée par les Fab Labs, etc. Mais c'est quelque chose qui existe, qui se développe, qui est à côté, qui peut répondre à des besoins, réparabilité et un peu relancer de la production locale. Parce qu'y compris même dans nos objets maintenant, prenez un objet comme ça, un smartphone, le coût de production, c'est vraiment pas grand-chose. Mais ce qui coûte très cher, c'est le coût de recherche-développement dans le smartphone, c'est souvent près de 30 à 40% du coût de l'engin. Et puis ce qui coûte encore plus cher, c'est tout ce qu'on appelle le marketing. Ah oui? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et peut-être dans un engin, enfin, je ne me souviens plus, mais ça se retrouve sur Internet, quand vous voyez ce qui leur coûte le plus cher, la fabrication, bon, bah, ils le font souvent dans la fameuse usine en Chine où ils ont mis des filets pour éviter que les gens sautent par la fenêtre. Sur un smartphone qui est à peu près à 600 €, vous aurez dans la fabrication peut-être même pas 30 ou 40 €, quoi. Alors après, il y a un peu de transport, mais le reste, c'est la recherche et développement, et autour, toutes les dépenses de marketing, de publicité, de défense de la marque, etc. Bon, c'est de réputation de la marque, c'est énorme. Hein. Et c'est sur beaucoup d'objets industriels, alors pas tous les objets industriels. Là aussi, quand on vend un Airbus, c'est pas le même. L'essentiel du prix de l'Airbus, c'est la conception, c'est la recherche et développement, bien sûr, mais il y a aussi tout le travail autour de l'Airbus. C'est pas le marketing pour un Airbus. Mais pour beaucoup d'objets de notre quotidien, parfois, ce qui coûte le plus cher, c'est le marketing, parce que les gens achètent parce que c'est une marque. Regardez toute l'addiction des jeunes aux marques. Hein. Vous vendez des Nike, la Nike, le prix, une grosse partie du prix, c'est sur le prix qu'il y a le petit logo Nike. Alors que si c'était une... C'est pour ça d'ailleurs que même l'histoire des contrefaçons est compliquée, parce que finalement, la contrefaçon est parfois égale à l'objet en lui-même. Biologie, il y en a qui sont orientés cuisine, de la réparation et du bricolage. Alors, quels sont dans les enjeux? Donc, je vous disais, apprendre par le faire ensemble, le droit à l'erreur, transdisciplinarité et coopération, c'est l'idée de s'emparer de la technologie comme un élément d'anticipation, c'est-à-dire qu'on reprend la maîtrise sur la technologie, créer plutôt que consommer, répondre aux enjeux de production de proximité, incuber des petits et des grands projets technologiques. Et puis, c'est aussi des lieux où on commence. Alors, il y a des gens qui vont dans les Fab Labs seulement pour résoudre leurs problèmes. Hein. Ils ont un pommeau de douche caché, il y a le Fab Lab du coin, ça leur permet de fabriquer, de ne pas racheter toute la douche, etc.
Mais dans l'ensemble, quand même, c'est des lieux où on commence à réfléchir et à débattre sur ce qu'on produit, pourquoi on le produit et comment on le produit. Et ça, c'est très intéressant. C'est la démarche qu'ils ont initiée d'ailleurs à Barcelone. Même y compris à travers les Fab Labs de quartier, ils veulent être dans une situation de développer d'une manière très forte l'agriculture urbaine et de réduire au maximum les déchets produits par la ville, c'est-à-dire que les déchets seraient recyclés, c'est le concept d'économie circulaire, donc bien sûr pas totalement éliminé parce que c'est impossible, mais au maximum que la ville produise le moins possible, in fine, de déchets. Et puis c'est un lieu de lien social, tout bêtement, et c'est un lieu, alors, ça commence à être un lieu de mélange social. Parce qu'au début, c'était quand même des lieux un peu plutôt étudiants, plutôt architectes, parce qu'il y a beaucoup d'architectes ou des gens dans le design qui fréquentaient ça, plutôt masculin. Et ça bouge quand même beaucoup. Maintenant, il y a des Fab Labs dans des quartiers populaires, il y a des mélanges de cultures. Donc, c'est des lieux où il y a de rencontres sociales. Et souvent à égalité. Donc, ça, c'est des lieux où se créent des liens sociaux. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'avait été le mouvement des maisons des jeunes et de la culture à une certaine époque. Alors bon, je vais passer sur les Fab Labs orientés biologiques. Alors je vais passer là-dessus parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un Fab Lab? D'abord, il faut un lieu. Parce que bon, ça se fait, quand on produit quelque chose, à partir du moment où vous produisez quelque chose, vous avez besoin d'un lieu pour le faire. La deuxième chose, alors c'est les investissements. Vous avez des Fab Labs qui ont des budgets très importants, puis il y en a qui démarrent avec 5 000 euros. Il faut souvent des petits ordinateurs. Souvent, il y a une imprimante 3D parce que c'est un peu la marque de fabrique, mais c'est pas obligé. Et puis des petites machines-outils, des machines à commande numérique, du petit matériel électronique, des fers à souder, etc. Des découpeuses laser, des découpeuses vinyle. Donc, et les gens, soit les achètent, ces machines-là, soit ils les créent eux-mêmes, soit ils récupèrent des machines qui sont mises à la casse ou qui sont considérées comme plus utilisées. Alors, l'exemple qui est très intéressant, alors, ça c'est le fonctionnement théorique d'un Fab Lab, tel qui est défini par la charte, mais de moins en moins de gens la respectent. Donc, c'est quand même assez intéressant. Bon, il y a les missions des Fab Labs, la responsabilité, et puis il y a le rapport avec le business, c'est-à-dire qu'on peut faire du business, mais ça doit être un peu à l'extérieur. Alors, bon, dans un Fab Lab, il y a quand même, parce que comme toute communauté, il faut l'organiser, donc il y a généralement un directeur. Donc lui, il est chargé, c'est un peu le stratège du Fab Lab, et un peu l'orientation, c'est lui qui va essayer aussi de trouver du pognon, parce que bien sûr, comme tous les lieux, il faut trouver du financement. Aux États-Unis, c'est beaucoup tout ce qu'on appelle le mécénat. Hein. Chez nous, ça passe par l'associatif, c'est souvent on va essayer de récupérer des fonds publics, c'est les cotisations des membres, il y a des Fab Labs qui vivent bien parce que c'est dans le cadre de politiques publiques. Et puis il y a des Fab Labs qui tirent le diable par la queue, voire qui ferment. Donc ça c'est un peu la vie de toute association. Et c'est souvent on va essayer de récupérer des fonds publics, c'est les cotisations des membres. Il y a des Fab Labs qui vivent bien parce que c'est dans le cadre de politiques publiques. Et puis il y a des Fab Labs qui tirent le diable par la queue, voire qui ferment. Donc ça c'est un peu la vie de toute association. Et puis il y a un personnage qui est très important, qui est le Fab Manager. Alors lui, c'est lui qui a un peu, c'est grâce à lui, comme c'est l'organisateur, c'est un peu comme au parti secrétaire de section, c'est lui qui fait que les choses se passent bien ou se passent mal. Et c'est lui qui va justement un peu organiser la communauté et faire que les relations humaines, les rapports de pouvoir, les conflits, etc., qu'il n'y ait pas des gens qui monopolisent les machines, que les gens partagent bien, qu'à partir du moment où ils font un projet, ils le documentent bien et que tout le monde puisse en profiter, etc. Donc c'est lui qui veille au bon déroulement des choses. Et c'est extrêmement important. Et le Graal pour un Fab Lab, c'est que ce personnage-là, on puisse le salarier et qu'il soit
soit permanent. Sinon, c'est que dans le cadre du bénévolat. Et ça peut vous rappeler aussi autre chose. Donc ça, je vous ai parlé des questions du financement. Alors, pourquoi les Fab Labs, c'est quelque chose d'important et ça peut peut-être un peu contribuer à changer le monde. D'abord parce qu'il y a cet aspect de réseau coopératif et une autre conception de la production, une autre finalité de la production et d'autres rapports de production. Alors même si bien sûr c'est très embryonnaire, que les gens qui sont là-dedans n'ont pas toujours conscience de participer à ça, souvent ils viennent que pour résoudre leurs problèmes, mais c'est un autre rapport quand même qui se développe à la production. Et c'est aussi une autre conception, et pas seulement nous, notre conception à nous, de l'appropriation des moyens de production, c'est que nous, on voit souvent ça sans esclave, on peut la transgresser, on comprend qu'elle n'est pas neutre, et on agit dessus. Donc c'est des lieux aussi d'éducation populaire. L'autre chose, c'est que bien sûr, on y débat aussi de l'usage de la technologie. Je vous parlais de la neutralité de la technologie, qui n'est pas jamais neutre, et donc de toutes les questions qui se posent autour de ça, de l'utilisation des activités humaines. Donc ça, je viens de vous le dire. Hein. Donc c'est un lieu d'une certaine manière de politisation, puisqu'on y débat de comment, à partir du moment où une communauté humaine, qu'est-ce qui gère une communauté humaine, quelle finalité est là, comment elle s'organise, quelle est la place, quelle forme d'économie politique. Parce que d'une certaine manière, ce que je vous parlais dans la duocratie, c'est un peu le même système que on retrouve dans la recherche scientifique, même si parfois ce système il peut être perverti. Mais un chercheur, plus il est reconnu, plus il monte en grade, c'est parce qu'il a publié, et que ces publications sont reprises par d'autres chercheurs. Donc c'est la reconnaissance des pairs. En fait, c'est pas le profit qui est le moteur de la recherche scientifique et de la carrière d'un chercheur, c'est sa reconnaissance par ses pairs. Alors, bien sûr, il peut y avoir des dérives, il y a des problèmes de gens qui publient pour publier, il y a des problèmes de fraude ou de copie, etc. Mais dans l'ensemble, ce système, il est quand même assez intéressant, et puis il a fait quand même ses preuves. Et donc, d'une certaine manière, les Fab Labs s'en inspirent un petit peu. C'est-à-dire que l'autorité qu'on a dans un Fab Lab, c'est par rapport à ce qu'on a fait. Donc, c'est pas seulement une autorité parce que je possède les moyens de production ou parce que j'ai le plus d'argent. Donc là aussi, c'est une chose qui est intéressante, qui remet un peu en cause les rapports d'exploitation et de production capitaliste. Et puis, c'est l'idée qu'on ne peut pas, et ça c'est une chose importante, et c'est un vrai problème qui est posé au capitalisme, c'est de dire que la connaissance, on ne peut pas l'enfermer dans une boîte et on ne peut pas ne pas la partager. Alors je vais m'expliquer là-dessus. C'est la propriété d'une information. Quel est l'intérêt d'une information par rapport à un objet matériel? C'est que si je fabrique ce stylo, même dans un Fab Lab, que je vous le vends ou que je vous le donne, pour avoir un second stylo, je vais être obligé soit d'en fabriquer un autre, soit d'en acheter un autre. Donc c'est un bien qu'il n'y a qu'une seule personne qui l'a à la fois, il peut l'utiliser. L'information, et donc le savoir et la connaissance derrière, ça ne marche pas comme ça. Là, je vous cause, je vous donne des informations, vous pouvez considérer que c'est intéressant ou pas intéressant, ça c'est une autre question, mais vous récupérez cette information, mais moi je l'ai toujours, vous ne me la volez pas. Je ne suis pas obligé de la refabriquer, je l'ai toujours. Donc c'est ce qu'on appelle un bien non rival, et en plus c'est un bien dont tout le monde peut profiter à la fois, c'est-à-dire tous ici, quand vous m'entendez, vous profitez de la même information que je vous donne. Alors que le stylo, il n'y en a qu'un seul qui peut s'en servir à la fois, c'est vrai pour une voiture, etc. Donc on est aussi, c'est un bien qu'on peut, dans ce sens-là, qui peut être partagé en même temps. Et on retrouve autour de ça, dans les Fab Labs, l'idée que, comme on documente et on partage tout ce qui fait la conception, et qui maintenant dans les objets industriels est la part, ce qui coûte le plus cher, quand vous fabriquez un Airbus A380,
c'est plusieurs milliards d'investissements au début en recherche-développement. Ce n'est pas la fabrication d'Airbus à la limite qui coûte le plus cher, c'est tout ce qu'il y a en amont. Et donc il y a une situation du capitalisme qui va avoir tendance à dire, plus cher, c'est tout ce qu'il y a en amont. Et donc il y a une situation du capitalisme qui va avoir tendance à dire, nous on va mettre des brevets partout, on va mettre du copyright, etc. Parce qu'on va se faire, c'est ce que je vous disais par rapport à Alcatel qui avait mis ses brevets en dépôt dans les banques, parce que ça, c'est maintenant là où se cache la valeur, et c'est à partir de ça que je vais faire de l'argent et du profit. Le petit problème, c'est que pour progresser, parce que derrière ça, c'est ce qu'on retrouve dans la recherche scientifique, comment la recherche scientifique a progressé? C'est parce que les chercheurs ont échangé librement entre eux. Un chercheur, maintenant, le mythe du chercheur tout seul qui cherche, ça n'existe pas. Le chercheur est dans un labo, les labos, ils échangent entre eux, ils peuvent être parfois concurrents, ça c'est vrai, mais la recherche scientifique, pourquoi elle progresse? C'est parce que les gens s'échangent librement des informations et échangent la connaissance. Personne n'a mis un copyright sur le triangle le triangle de Pythagore. Heureusement, personne ne met des copyrights sur... je vais vous donner un exemple très fort, c'est les courbes de Bézier. Bézier, c'est le nom d'un ingénieur qui était chez Renault et qui a découvert des courbes, des équations mathématiques, et c'est ce qui permet à l'heure actuelle tout le lissage et le design de tous les objets, je dirais un peu aérodynamiques, les avions, les TGV, etc. Comme c'est une formule mathématique, Bézier n'a rien touché au royal titre, ni même Renault. C'est du domaine public, et tout le monde l'utilise. Mais le problème à ce moment-là, c'est que vous dites, mais si ça, on met des années, beaucoup d'investissements pour faire ça, et tout le monde l'utilise, comment est-ce que j'ai mon retour d'investissement dans un cadre capitaliste? Parce que si j'investis plein d'argent pour trouver les courbes de Bézier, et qu'après, tous mes concurrents s'en servent, comment est-ce que je fais mon profit? Parce que du coup, moi, j'ai dépensé plein d'argent, j'ai investi plein d'argent, ils n'ont pas investi, et ils vont me concurrencer avec là où j'ai payé X chercheurs à le faire. Donc on voit que le capitalisme a beaucoup de problèmes avec ça. Donc on voit qu'à partir du moment où on est dans une optique du partage de l'information, ce qu'on appelle la révolution informationnelle, et que dans la production des objets matériels, l'information et ce qui est lié à l'information, à la conception, à l'innovation, à la recherche, c'est ce qui représente la part la plus importante maintenant. Il y a une contradiction inhérente au capital, et cette contradiction, le capital, il a du mal à la résoudre. Parce que dans le système, parce qu'il a un antagonisme. Pour progresser, il a besoin justement qu'il y ait ce libre-échange, ce que je vous disais autour des logiciels libres, etc. Mais en même temps, pour se faire de l'argent, il faut qu'il mette des enclosures, qu'il privatise. Donc il a une contradiction qui est vraiment pas simple à résoudre pour lui, et les Fab Labs font partie de cette contradiction. C'est-à-dire qu'il sent, lui le capital, il sent qu'il y a des choses intéressantes qui se passent dans le Fab Lab, mais si lui il arrive avec ses propres critères dans un Fab Lab, il n'y a plus de Fab Lab. Donc, c'est dans ça, alors, ça ne fait pas la révolution, hein, j'entends bien, hein, mais ça fait des choses intéressantes. Alors, justement par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'appropriation sociale, les savoirs et les savoir-faire. Et donc là, bon, voilà, ça explique un peu très directement ce que je vous ai raconté, cette diapo-là. L'un des exemples qui est très intéressant, c'est sur les machines, justement, les machines 3D, les imprimantes 3D. Il y a eu un ingénieur anglais qui a créé une famille d'imprimantes 3D qu'il appelle auto-réplicative. Alors lui, il s'est beaucoup inspiré des travaux de Marx, c'est ce qu'il dit, hein. Et il dit, moi voilà, le problème, c'est pas que les gens, il y a une des choses que souffre le plus un ouvrier dans son aliénation, c'est qu'à partir du moment où avec son travail, il a produit quelque chose, on lui arrache sa production, certes contre un salaire, et le capitalisme va aller vendre sa production. Et c'est une des choses les plus terribles par rapport à un producteur, cet élément-là. Et lui, il dit, voilà, moi, ce que je veux donner, c'est les moyens
À travers mon imprimante, je veux que les gens puissent fabriquer les propres pièces de cette imprimante pour fabriquer une autre imprimante. Et qu'après, en plus, comme je mets les plans en libre, chacun va pouvoir modifier l'imprimante et l'adapter à ses besoins ou à ses innovations. Et c'est là où il a lancé le projet mondial d'imprimante 3D RepRap, qui a fait que ça a créé plus de 1000 types d'imprimantes 3D différentes. Et en même temps, les gens, dès qu'ils avaient, au lieu d'acheter l'imprimante 3D, ils fabriquaient leur propre imprimante 3D avec une imprimante 3D. Et ils amélioraient à mesure le processus. Enfin, une partie des pièces, hein, parce qu'il y a certaines pièces que vous ne pouvez pas fabriquer, enfin, en particulier les pièces en métal, vous ne pouvez pas le faire. Bon, maintenant, il y a des imprimantes 3D métal, on peut le faire aussi. Et ce qui fait que moi, j'ai un ami qui s'est lancé là-dedans, il a inventé une RepRap pliable, il a fondé son propre Fab Lab, et lui, au lieu de faire... Et il a fondé un rapport économique un peu différent avec ses clients. C'est-à-dire qu'il a fondé à côté une entreprise pour vivre, parce qu'au début, il faisait ça dans ça. Il avait fait, pour lancer son projet d'imprimante 3D, il avait fait un financement participatif, il a récupéré 60 000 €, et il fabriquait ses imprimantes 3D dans sa chambre de CTU. Il s'est dit, bon, ça, je ne peux plus tenir, mais il dit, moi, je ne veux pas devenir un capitaliste comme un autre, je ne veux pas avoir des fermes, on appelle ça des fermes qui va produire des pièces pour fabriquer mes imprimantes 3D avec des gens qui vont assembler mes imprimantes 3D. Moi, ce que je veux, c'est que mes clients, si quelqu'un m'achète une imprimante 3D, ce que je veux, c'est qu'en fait, une partie, et il me donne un peu d'argent pour vivre, bien sûr, mais une partie de son... il va me la payer en produisant des pièces avec l'imprimante 3D qu'il m'aura achetée. Il va la payer en partie en produisant des pièces dont je vais me servir pour produire une autre imprimante 3D par rapport à d'autres personnes qui vont produire d'autres imprimantes 3D. Donc là, il commence à inventer une autre forme d'échange. Donc c'est aussi des choses intéressantes qui se cristallisent autour de cette idée des machines auto-réplicatives. Alors en même temps, ces imprimantes 3D là, ça produit des toutes petites pièces. Hein. Vous ne faites pas, là aussi, vous ne faites pas des aubes de réacteurs de la SNECMA avec ça. Mais vous formez aussi peut-être des ingénieurs qui peut-être demain participeront à faire les réacteurs de demain. Donc les États-Unis sont aussi beaucoup intéressés là-dessus, le gouvernement américain, mais en même temps avec beaucoup d'ambivalence, hein, comme je vous le disais, mais on va passer, c'est pas nécessairement hyper intéressant. Alors, comme conclusion, je vais vous donner un petit... Parce que le patronat, c'est aussi intéressant.